Bonsoir, merci de bien vouloir m'écouter et je m'excuse de mon français d'avance. Donc on m'a prié de traiter de Henri-Jean Martin en Allemagne, que je ferai brièvement, et après de parler un peu sur la place dans les bibliothèques, la place du patrimoine écrit dans les bibliothèques universitaires allemandes. Et je vous donne un peu un tour d'horizon pour peut-être avoir une petite discussion, des questions à la fin. Donc Henri-Jean Martin, il est connu en Allemagne, mais il n'est pas traduit. À l'exception de 4 ou 5 articles, il est resté inaperçu par ceux qui ne lisent pas le français. Malgré le prix Gutenberg de la ville de Mayence qu'il a reçu en 1998, ses travaux sur l'apparition du livre n'ont pu avoir l'écho, comme par exemple le livre et les articles de Roger Chartier, qui est bien traduit et étudié en Allemagne. L'historienne Monika Estermann écrit en 2007 dans sa nécrologie de Martin qu'il avait fondé, je cite, l'histoire du livre à proprement parler moderne, c'est-à-dire en dehors et en deçà de l'expertise des bibliothécaires. En Allemagne, l'histoire du livre est enseignée dans 4 universités, Erlangen, Nuremberg, Munich, Mayence et Leipzig. Comme je ne suis pas un historien du livre moi-même, je renonce ici à qualifier les 4 chaires et leurs stratégies de recherche. Comme Frédéric Barbier disait dans son éloge à Mayence en 1998 à Henri-Jean Martin, je cite, « L'histoire du livre ne peut se comprendre en dehors de sa propre contextualisation. » Je crois que tous les chercheurs allemands souscrivent à cette dimension culturelle d'une discipline pluridisciplinaire, bien qu'il soit toujours très difficile à la faire respecter dans le travail universitaire. Suffit-il de dire que l'histoire du livre en Allemagne cherche en ce moment à définir son champ de travail entre l'histoire européenne, les études sur les médias et les études culturelles, the cultural studies, ou en allemand le Kulturwissenschaften. En ce moment, à Leipzig, on est en train de discuter ce que ça veut dire, l'histoire du livre, dans les prochains ans. Frédéric Barbier disait en 2007, pour le moderniste Henri-Jean Martin, l'histoire du livre était devenue partie d'une histoire plus générale des médias qu'il définissait comme l'histoire des moyens sociaux de communication et qu'il plaçait au cœur de l'histoire des sociétés comme de celle des individus. Ce que me frappait personnellement en lisant Henri-Jean Martin, c'est son écriture que je dirais empirique, historique, concrète, ainsi que le fait qu'il était toujours ouvert et prêt à problématiser tout ce qu'il a vu et lu. J'étais fasciné par l'attention aux détails d'Henri-Jean Martin et je ne pense pas que c'était un hasard qu'il était le premier à examiner la mise en page comme phénomène important et peu étudié dans les manuscrits et dans les livres imprimés au XVe et XVIe siècle. Il est, je crois, intéressant de voir que Henri-Jean Martin lui-même identifiait le problème de concilier la connaissance concrète avec la vue historique comme un problème pratique dans l'exercice de sa profession. Dans un entretien avec la revue Bulletin des bibliothèques de France, il disait en 2004, et je laisse vous lire la citation, et j'ajoute, dans un sens, la situation est toujours la même, tandis que la connaissance des collections dans les bibliothèques s'améliore avec des catalogues de plus en plus détaillés et spécialisés. Les chercheurs enseignant l'histoire du livre restent occupés à définir, ou plus exactement à défendre, leur place à l'intérieur des structures des universités. Donc en Allemagne, c'est vraiment entre les Medienwissenschaft, les Media Studies et les Cultural Studies. On ne sait pas très bien où placer l'histoire du livre. Et naturellement, il y a ceux qui disent l'histoire du livre a son propre droit comme discipline. Partant de cette citation, je vous montre la site web de la Bibliothèque nationale de France du 13 janvier 2007, jour de la mort de Henri-Jean Martin. Et je procède en 2007
sur Gallica. Voilà, vous connaissez le Wayback Machine de Archive.org, donc on peut se renseigner là. Et la charte documentaire de Gallica en janvier 2007. Dans la même année, Gallica 2 a été engagé. Au novembre 2007, on prévoyait la numérisation de 300 000 ouvrages par an sur 3 ans, en mode image et en mode texte. Le choix individuel des livres a été abandonné au profit d'un système de tranches de code. Aujourd'hui, en 2017, Gallica propose à la consultation en ligne plus que 4 millions de documents, dont presque 700 000 livres. Le travail sur les fonds anciens a profondément changé avec la numérisation. C'est devenu une véritable découverte à l'échelle européenne avec les originaux et avec les images. Ici, la session consacrée au choix des livres pour nos 2 expositions simultanées à Leipzig et à Lyon. Vous voyez Pierre Guinat et Jérôme Sirdé de la Bibliothèque municipale de Lyon, Laura Kriepner et la stagiaire Aude Lemoulec-Rieux de la Bibliothèque universitaire de Leipzig en février 2016. Il y a des incunables sur la table et les images Google et Numelio sur l'écran derrière. C'était la seule façon qu'on pouvait procéder pour choisir pour l'exposition ici et pour l'exposition à Leipzig les mêmes éditions, même avec ouvert sur la même page. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Henri-Jean Martin en Allemagne. Et il y a certainement plus à dire. On peut évaluer ce qu'il a écrit et pourquoi personne ne le suit en Allemagne, mais ce n'est pas ma fonction de le dire. C'est un chapitre assez triste. Je veux maintenant avancer et par la voie de numérisation et de la situation complètement changée, par le fait de la numérisation, à mon deuxième tâche. Et à ce moment-là, je dois me présenter brièvement. Je suis un historien de philosophie et aujourd'hui directeur d'une bibliothèque universitaire. J'étais entre-temps directeur adjoint de la Herzog-August-Bibliothèque et c'est là où j'ai appris à être bibliothécaire. Donc je suis le seul, je crois, en Allemagne à diriger une bibliothèque universitaire qui n'a pas une éducation comme vous, de bibliothécaire. Les bibliothèques universitaires allemandes, il y a 107 universités et 329 instituts universités, Hochschulen, sont organisés dans l'association des bibliothèques allemandes sous section 4. C'est le Deutsche Bibliotheksverband section 4. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est un peu une introduction à tout un autre paysage. On n'a pas de... Oui, on a une bibliothèque nationale, mais ce n'est pas une bibliothèque nationale au fonctionnement de la BNF. Parmi les bibliothèques universitaires allemandes, une trentaine sont très riches en patrimoine, décrites en détail dans le Handbuch historischer Buchbestände en 27 volumes, plus 4 pour l'Autriche, plus 3 pour la Suisse. C'est Handbuch historischer Buchbestände, répertoire des fonds anciens, est un catalogue spécial établi entre 1991 et 2001, qui décrit les fonds anciens ville par ville, avec tous les fonds anciens, d'une grande bibliothèque à une petite archive d'une église. Il est structuré d'après les Länder, les États allemands. Sa préparation était bien avancée en 1990, quand la création des nouveaux États en Allemagne de l'Est a permis d'en rajouter 5. Donc c'était juste, c'est un peu juste, hein, mais Leipzig est dedans, en 2 volumes. Je voudrais maintenant vous donner une vue rapide sur différentes initiatives et programmes qui existent en Allemagne autour du patrimoine que les fonds anciens représentent. La collection Sammlung Deutscher Drucke se veut une bibliothèque fédérée. Ce programme d'acquisition, appelé Collection des livres imprimés allemands,
a été installée en 1989 avec un budget annuel d'environ 600 000 euros. Vous voyez les institutions et le but est de créer une bibliothèque nationale virtuelle nationale à 6 différents lieux, avec un exemplaire de chaque livre allemand présent quelque part en Allemagne. Donc l'argent est uniquement utilisé pour acheter un livre dans les décades indiquées qui n'est pas encore dans une bibliothèque allemande. Donc par exemple la bibliothèque à Francfort n'a pas le droit d'acheter avec ce fonds-là des livres du XVIe siècle et vice-versa. Fondé en 2001 par plusieurs archives et bibliothèques avec des fonds anciens considérables et avec le but de lutter publiquement pour le sort précaire des originaux, l'Alliance pour préserver le patrimoine écrit organise chaque année une journée d'action nationale réalisée dans des endroits divers en Allemagne. Donc, c'est une association volontiers qui propose de faire plus pour le patrimoine écrit. Et en 2009, cette alliance a publié un mémoire « Préserver le futur » qui a aidé à créer un fonds fédéral administré par le ministre pour la culture et les médias, donc au niveau fédéral, Bundesbeauftragter für Kultur und Medien, sous le nom un peu lourd de l'Institut de coordination pour la préservation du patrimoine écrit, Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts. La complication est résultat d'un procès que, normalement, d'après la loi, depuis l'époque nazie, toute intervention au niveau de sciences et culture est interdite à l'État fédéral. L'État fédéral ne peut pas intervenir parce que c'est l'affaire des Länder, financer des universités aussi, faire tout ce qu'on peut pour le patrimoine écrit. Ça a changé il y a un an. Le paragraphe a été modifié et maintenant tout le monde cherche, parce que c'est en principe possible, tout le monde cherche où exactement l'argent de Berlin peut intervenir. Et vous voyez, on pense toujours que Berlin a beaucoup d'argent et donc la lutte n'est pas encore officiellement commencée, mais ça va bientôt se passer. Donc, entre-temps, on a créé cet institut de coordination qui donne aussi, déjà depuis quelques années, 600 000 euros chaque année à des projets très divers. À la Bibliothèque universitaire de Leipzig, je prends ça comme exemple, a par exemple reçu un soutien pour la préservation des capsules ainsi que pour préserver sa collection des ex-libris. Ce soutien est en plus de 100 000 euros que nous recevrons, nous, à Leipzig, pour les activités de préservation de la part des ministères de Dresden, qui est normalement où notre argent origine. Et ça aussi, c'est sur projet. Donc, cet argent n'est pas automatique, il faut toujours avoir un projet. Ce qui, avec un grand fonds ancien, n'est pas très difficile à formuler. Il y a aussi la Fondation allemande pour la préservation des monuments, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, qui soutient aussi des projets de préservation dans les bibliothèques, bien qu'il donne son argent plutôt à des projets de reconstruction des bâtiments. En Allemagne, on est d'accord que la numérisation des livres, outre faciliter l'accès et ainsi aider la recherche dans plusieurs disciplines, est aussi une méthode de préserver les manuscrits et les livres anciens. Les initiatives pour accélérer la numérisation des manuscrits médiévaux sont prêtes à démarrer plus tard cette année, 2017, avec des fonds fédéraux considérables. Les 6 centres de compétences de la culture manuscrite, Handschriftenzentren, dont un très actif à la Bibliothèque universitaire de Leipzig, ont préparé tout un programme pour numériser tous les manuscrits médiévaux dans les 10 ans à venir. Même numériser ces manuscrits s'ils ne sont pas catalogués.
La numérisation des livres imprimés est beaucoup plus avancée et suffisamment coordonnée, comme le montre le registre central des livres imprimés numérisés, Zentralverzeichnis digitalisierter Drucker. C'est un catalogue collectif du programme SDD, donc cette collection, et plusieurs centres de catalogage maintenus par la Bibliothèque universitaire de Göttingen. Le catalogue est d'une excellente qualité parce qu'entièrement refait livre par livre. Donc ce ne sont pas des anciens catalogages, mais de nouveaux données. Et les images sont toutes en couleur. Vous voyez ici, c'est presque 1,5 million de livres. Donc la plupart de la bibliothèque de Munich, qui a travaillé avec Google. La seule, ce sont plus que 1 million de livres. Ce qui remplace depuis 1996 en Allemagne un catalogue national pour toutes les bibliothèques universitaires, c'est le catalogue virtuel de Karlsruhe. Karlsruhe virtueller catalogue. Ce métacatalogue indique tous les livres dans toutes les bibliothèques universitaires allemandes et au-delà, il sert aussi à indiquer uniquement les livres numérisés. Vous avez un petit truc là, Nur Digitale, seulement les livres numérisés. Automatiquement, vous ne recevez que les livres numérisés. Mais c'est un métacatalogue, donc ça vous renvoie à d'autres bibliothèques. La bibliothèque numérique allemande, Deutsche Digitale Bibliothek, existe comme projet depuis 2007, est en ligne depuis 2011 et se présente comme un projet plutôt politique, soulignant l'accès de tous à toutes les ressources numériques dans le domaine public. Un peu comme l'Europeana, pour laquelle elle sert de fournisseur, elle s'adresse à, je cite, des étudiants, tous ceux qui sont intéressés par l'histoire, des journalistes, des professeurs. Et elle présente tous les matériaux avec des informations et des commentaires supplémentaires, ce qui pose un problème de droit. C'est une sorte de publication, donc qui publie là. Pour la bibliothèque université, cette bibliothèque numérique allemande est une vitrine en plus. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un d'une bibliothèque allemande qui trouve ça un projet important. C'est une vitrine. On peut montrer ce qu'on a, pas plus. Pour une bonne partie du patrimoine écrit, il existe des catalogues nationaux spécialisés, tous maintenus par des bibliothèques universitaires individuelles. Pour les manuscrits médiévaux, on a établi le catalogue Manuscripta Medievalia, qui est actuellement en train de subir une restructuration totale par la Bibliothèque d'État de Berlin et la Bibliothèque universitaire de Leipzig. Dans le futur, toutes les entrées seront liées à des images numérisées et le contenu sera élargi pour accueillir aussi des manuscrits volumineux modernes. Donc, on a ce catalogue et c'est immédiatement un problème parce qu'un catalogue maintenu par des bibliothèques universitaires pour lesquelles c'est une tâche énorme, et aussi si par exemple comme maintenant ça, là, il faut tout refaire parce que la technologie l'exige, c'est très coûteux. Pour les lettres manuscrites et toutes sortes de manuscrits moins volumineux qu'un livre, il y a Calliope. Ce catalogue spécial comprend nombre de collections de toutes les bibliothèques. Dans le rythme d'un catalogage avançant et partout avançant, ce fonds devient une source de plus en plus riche pour la recherche. La Bibliothèque universitaire de Leipzig, par exemple, a conçu un projet pour un archive de danse dont elle a pris la responsabilité en 2011. Toutes les lettres et feuillets de cet archive rencontreront, une fois entrées dans Calliope, d'autres lettres et papiers de même personne. Calliope est géré par la Bibliothèque d'État à Berlin. Les catalogues ne permettent pas une présentation avec images, mais son contenu peut être lié à des présentations locales, comme par exemple dans le cas de l'historien des journaux Karl Bücher, dans un portail web de la Bibliothèque universitaire de Leipzig. Donc, on fait le catalogage dans Calliope et après on réimporte les données dans n'importe quel portail qu'on veut.
et peut le lier avec des images numérisées. Ça, c'est un catalogue de monnaies et des médailles Kenom, qui a démarré récemment et a aussi une vocation nationale. La bibliothèque universitaire de Leipzig, le catalogue, c'est quelques 80 000 monnaies dont la numérisation doit être soutenue par d'autres fonds. Ça, c'est aussi un problème. Là, on a un catalogue et on peut être toucher un peu de l'argent pour faire le catalogue, mais on ne touche pas l'argent pour la numérisation. Il faut chercher les deux différemment. Le catalogue pour les manuscrits dits orientaux a une longue tradition comme une série de livres imprimés, commencée en 1957, plusieurs centaines de livres de catalogue de collection. Il est actuellement en train de se transformer en base de données. L'année prochaine, tous les 3000 manuscrits turcs, arabes et perses de la bibliothèque universitaire de Leipzig seront catalogués dans ce portail nommé Catalogue des manuscrits orientaux en Allemagne. Sur nos propres sites, nous avons réalisé une présentation de nos manuscrits avec une description en allemand, anglais et arabe. Donc ça c'est aussi possible. Vous avez un catalogue national comme celui-là et vous faites un autre catalogue enrichi, disons, d'autres langues de description, par exemple arabe, mais vous le faites en dehors de cet instrument. Je vous indique toujours les collaborations et les non-collaborations. Voilà le répertoire des incunables. Le Gesamtkatalog der Wiegendrucker adopte, c'est originellement une bibliographie, ça adopte de plus en plus d'éléments de véritables catalogues en ligne. Géré par la Bibliothèque d'État à Berlin, il n'est pas limité aux bibliothèques allemandes, ce qui fait son caractère hybride. Ce n'est pas vraiment utilisable pour trouver des œuvres numérisées. Ça, vous faites plutôt là. Ça, c'est le catalogue, ce n'est pas un répertoire des incunables, c'est un catalogue des incunables. Et ça réunit les collections de plusieurs bibliothèques universitaires allemandes. Plusieurs parce que Berlin n'est pas dedans, parce que Berlin a cet autre catalogue-là. Historiquement, on dit pour des raisons historiques, ce n'est pas encore nationalisé, ce n'est pas encore unifié. Voilà, mais vous voyez que c'est typiquement, c'est géré par la Bibliothèque universitaire de Tübingen et c'est typiquement un catalogue qui réunit les données de plusieurs universités. Et le même est vrai pour 3 programmes que je vous indique très brièvement. Ça, c'est pour le XVIe siècle. C'était un catalogue déjà imprimé qui était rétro-numérisé et après, maintenant, est en train d'être lié comme catalogue en ligne avec des images des œuvres, tandis que le catalogue pour les œuvres du XVIIe siècle a, dès les débuts, dans les années 90, des images, mais pas des images complètes, ou rarement des images complètes des œuvres, mais des images clés, et maintenant est aussi upgraded, donc enrichi avec des images, des numérisations complètes des livres. Et le dernier, c'est le catalogue des œuvres du XVIIIe siècle, qui démarre comme projet de numérisation avec catalogage. Donc là, parce que ça ne commence que maintenant, là, les deux sont ensemble. Le grand problème avec ces 3 répertoires ou 3 catalogues, c'est que c'est centré sur la notion d'un livre imprimé allemand. Mais qu'est-ce qu'un livre imprimé allemand? De nouveau, pour des raisons historiques que vous connaissez aussi, l'Allemagne était plus grande dans des autres siècles. Et donc, disons, les catalogues sont très bons pour ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui. Et parfois, l'Autriche est dedans, parfois non. Et parfois, Prague est dedans, et parfois, d'autres sont dedans. Maintenant, c'est beaucoup moins
comment dire, problématique qu'il y a 30 ans, quand on a commencé ces catalogues. Maintenant, on trouve bien l'idée d'avoir des catalogues d'une envergure nationale ou européenne, et on ne dispute pas tellement c'est mon catalogue, c'est ton catalogue, etc. Les grandes bibliothèques, ici à gauche Munich, à droite Berlin, ils sont des collections numérisées qu'ils présentent. Donc vous trouvez tout ce que numérise la Bibliothèque d'État à Munich dans un catalogue national, comme la collection nationale des livres imprimés numérisés, et aussi sur son propre site pour faire la publicité. Et aussi parfois pour avoir une sorte de, disons, exposition virtuelle. Mais ce n'est pas limité à des grandes bibliothèques. Les petites bibliothèques, comme par exemple le Wolfenbüttel ou Göttingen, ce n'est pas si petit. Donc tout le monde peut le faire, numériser le fonds ancien et après le montrer. Maintenant, je crois que ça va se perdre peu à peu parce que ça n'a pas tellement de sens de chercher des livres uniquement sur le site d'une bibliothèque, mais peut-être les deux se maintiennent à la fois, le répertoire national et aussi local. Vous avez compris que normalement, une bibliothèque universitaire et les bibliothèques d'État, les bibliothèques dites de Länder, etc., sont traités comme des bibliothèques universitaires, c'est-à-dire qu'ils sont financés uniquement, exclusivement par les 16 États, par les 16 Länder. Mais pour tout ce que je vous ai montré brièvement, ce sont tous des projets, il y a là de l'argent au niveau fédéral, de l'argent en plus, toujours par projet. Toujours par projet, pas une maintenance d'une infrastructure. Et je vous montre quelques-uns. La Deutsche Forschungsgemeinschaft, c'est la plus importante. La communauté allemande pour la recherche. Là, ce sont 40 à 50 millions d'euros par an que les bibliothèques touchent, tous en Allemagne. 40 à 50 millions d'euros, c'est beaucoup. Et moi, je suis membre du comité qui décide sur les lignes de programme et sur aussi les dossiers individuels. C'est tout un mécanisme assez compliqué et tout le monde veut avoir cet argent, naturellement. Et donc, c'est très, très compétitif. Pour côté sciences, 80% des projets sont rejetés. Pour côté bibliothèque, je crois 60% des projets sont rejetés. Donc, on travaille 1 an, 2 ans pour un projet, et après, c'est rien. Ça arrive assez souvent. Il y a la Fondation Volkswagen qui, dans les années 50, 60 et 70, a donné beaucoup de l'argent pour aider les bibliothèques après-guerre, maintenant aussi, parfois. Il y a la Fondation Thyssen qui a nous aidé plusieurs fois, par exemple à Leipzig. Il y a la Fondation Henkel, donc tous des fondations industrielles qui travaillent avec de l'argent des taxes, plus ou moins. Ils économisent des taxes pour créer des fondations, et les fondations donc donnent l'argent pour la science et aussi pour les bibliothèques. Là, avec Krupp, c'est une fondation assez difficile parce qu'ils n'acceptent pas des dossiers, ils n'ont néanmoins beaucoup d'argent. Et moi, j'ai réussi, par exemple, de le faire payer pour des Summer Universities, des cours en été, pour une dizaine de jours, pour la culture des manuscrits orientaux, culture des manuscrits des papyries et culture des manuscrits médiévaux, etc. Donc on a fait une suite de 5 cours en été et on va redémarrer pour une nouvelle 5 cours
cette année. Voilà, ça c'est aussi une fondation un peu difficile qui aide beaucoup de bibliothèques. La Karl Friedrich von Siemens Stiftung nous a donné, par exemple, à Leipzig, mais on n'est pas spécialement privilégié, 1 million d'euros pour l'acquisition sur une période de 6 ans. En plus, il finance uniquement des livres imprimés. Là, le chef est absolument contre la numérisation, donc il faut il est uniquement permis d'acheter des livres imprimés. Il y a pas mal de journaux pour les bibliothécaires en Allemagne. J'ai fait la liste d'après les dates de fondation, et vous voyez, ça continue. Et dans toutes ceux, c'est seulement un choix, hein, c'est seulement un choix des plus importants. Là, je lis à peu près, ceux-là, je lis régulièrement. Et tout ça, dans toutes, c'est pas très différencié. Donc, le patrimoine écrit peut jouer un rôle dans tous les journaux. Je vais terminer avec quelques impressions pour que vous sachiez qu'il y a beaucoup de discussions en Allemagne. Là, par exemple, tout à fait à la gauche, c'est Dr. Fournier de la DFG et qui a lancé le projet Open Access. À côté, c'est Eric Steinhauer, qui est bibliothécaire à Hagen, à la Bibliothèque universitaire de Hagen. Il est juriste et spécialiste en droit d'auteur et d'autres questions. Il est un peu sceptique sur le nouveau chemin des bibliothèques uniquement vers la numérisation et vers le open access. À droite, tout à fait à droite, c'est professeur Gersmann, historienne de l'Université de Cologne, longtemps directrice de l'Institut historique allemand à Paris. Elle a lancé plusieurs open access revues, comme Francia, par exemple. Elle est très pour open access. Elle est assise à côté de Uwe Jochum, qui est bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Constance, qui est absolument contre Open Access et écrit en permanence des articles fêtant le livre, tout ce qui est imprimé. Et Sven Fund, à l'époque, la photo date de 2014, était le chef de la maison de publication de Gruyter. Et il est toujours éditeur et il a par exemple il a transformé de Gruyter dans les 5 ans qu'il était le chef dans une sorte de Elsevier pour les sciences humaines en Allemagne. Donc c'est une très grande maison d'édition pour les sciences humaines et maintenant ils ne font que des publications en ligne et très chères. Voilà les 3 gladiateurs. C'est K.D. Wolf à gauche, c'est un éditeur de Kafka et de Hölderlin. Et à droite, c'est Roland Reuss. Roland Reuss est germaniste à l'université de Heidelberg. Et comme Uwe Jochum dans l'image avant, Roland Reuss écrit encore plus des articles dans les journaux, la Frankfurter Allgemeine Zeitung notamment. Et il est une sorte d'exorciste. Hein, c'est vraiment très très fort, comme il écrit, contre les bibliothèques, carrément directement contre les bibliothèques et leur politique de laisser gagner le contenu numérisé. Au milieu, un peu perdu, c'est un collègue de la maison d'édition Meiner, que je connais aussi bien. Et voilà, récemment, à la Herzogin Anna Amalia Bibliothek à Weimar, le directeur a changé et ça tombait ensemble avec le 325 anniversaire de la bibliothèque. Et on parlait et on utilisait cette occasion pour parler, Jürgen Kaube et Peter Strohschneider. Strohschneider à droite et le président de la DFG.
donc cette organisation qui donne 40 à 50 millions d'euros aux bibliothèques, notamment pour le futur, donc pour la numérisation, pour Open Access, mais personnellement, comme germaniste, il est contre. Donc, toujours quand il parle, il explique les deux âmes dans sa poitrine. Et c'est vraiment presque tragique de voir cet homme comme chef d'une administration avec beaucoup d'argent avancer le futur dans une direction qui lui-même, comme homme cultivé et germaniste, ne veut pas réaliser. Et à gauche, c'est Jürgen Kaube, un des co-éditeurs de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est lui qui invite tout le temps Uwe Jochum et Roland Reuss à publier dans le journal, dans le journal. Et il est très pensif. Il fête la bibliothèque comme un lieu de création, un lieu de réflexion, un temple de l'individualité, etc. Et donc, ces gens-là, volontairement, quand une bibliothèque offre un événement, ils descendent dessus et ils font un discours. Ça vous indique que, et c'est la seule raison pour laquelle je le montre, ça indique le niveau de débat en Allemagne, qui est vraiment public, c'est un débat public, et chaque rencontre des bibliothécaires entre eux, et ils se rencontrent tout le temps. Il y a l'association nationale une fois par an avec 4 millions de bibliothécaires, et entre-temps, 2 fois, c'est les bibliothécaires universitaires avec 200, ce sont presque plutôt des directeurs, directrices, 200 personnes pour 2 jours. Donc, il y a un échange intense, mais aussi une opposition, parfois très clairement exprimée. Mais comme tout le système de support des bibliothèques en Allemagne, spécialement en ce qui concerne le patrimoine écrit, est très fédéré, c'est toujours national, veut dire il y a toujours 200 voix différentes dans la matière. C'est nécessaire, c'est toujours, on précède toujours comme ça. Mais au moment, on a une certaine crise avec ce monsieur-là, qui est aussi allemand. C'est le directeur allemand d'une bibliothèque suisse, de la ETH à Zurich, Raphaël Ball, et il a dit quelque chose d'inouï. Il y a quelques mois, il a dit que les bibliothèques vont disparaître parce que tout ce qui est important est en ligne. Il faut savoir que la ETH à Zurich, cette bibliothèque technique universitaire, a à 90% des contenus en ligne, comme les médecines, les sciences de toute façon, mais il a volontairement généralisé. Il est aussi éditeur d'un journal, donc il aime le scandale, parce qu'après, il y a une discussion qu'on peut reporter, il y a des articles dans son journal, dans sa revue. Mais là, le niveau n'était pas, intellectuellement, je crois, le niveau n'était pas très grand, et la plupart des directeurs des bibliothèques se sont exprimés. Il y a une centaine des articles après, il a dit quelque chose, donc un grand débat, et ça continue. Moi, je suis invité en avril à Zurich pour lui répondre. Voilà. Merci.